La philosophie n'est-elle pas la discipline par excellence pour élever le niveau du débat autour de l'islam, par exemple, pour aller au-delà et au-dessus de l'agitation médiatique, des clichés et de l'incompréhension? Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Souleymane Bachir Diagne, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Columbia à New York. Vous êtes notamment l'auteur de Comment philosopher en islam, édition Philippe Ray. Rémi Brague, bienvenue à vous également. Vous êtes philosophe, spécialiste des religions et de l'islam médiéval. Vous êtes notamment l'auteur de Europe, la voie romaine, livre réédité chez Folio Essai. Et vous avez, vous aussi, été professeur durant de longues années à Paris et à Munich en philosophie grecque et en philosophie arabe. Alors, première question, Souleymane Bachir Diagne, vous vous attelez, vous, à redonner ces lettres de noblesse, si l'on peut dire, à la philosophie en islam. On entend peu ce discours, finalement. Comment est-ce que vous expliquez l'absence, justement, de ce discours? Écoutez, malheureusement, l'islam, aujourd'hui, est associé à bien autre chose qu'à de la philosophie, puisque les événements qui sont liés à l'islam n'ont strictement rien à voir avec le silence et la patience de la réflexion philosophique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais choisi d'écrire ce texte lorsqu'il me fut demandé d'abord par le philosophe Roger-Paul Droit, et je lui ai donné ce tour interrogatif, comment philosopher en islam, qui était une sorte de clin d'œil et de reconnaissance de cet état de fait en vertu duquel aujourd'hui on associe davantage l'islam à la violence, au fanatisme, plutôt qu'à la raison philosophique, au questionnement philosophique. Et il fallait rappeler qu'au fond, qu'il n'en est rien. Rémi Brague le sait bien, il y a toute une histoire de la philosophie qui s'est identifiée à un moment donné au monde islamique, qui a traduit la philosophie grecque, qui a produit de la philosophie, qui a transmis ses productions au monde médiéval. Et donc il fallait rappeler cette histoire. Il fallait également voir ce qu'il en était aujourd'hui de la réflexion philosophique autour de grandes questions, qui sont des questions contemporaines. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, avoir une sorte de conversation avec les grands philosophes du passé, mais également explorer... Comme Avicenne, Averroès, pour ne citer que... Les classiques. Rémi Brague, le Coran peut-il faire l'objet d'une lecture philosophique, selon vous? Écoutez, comme disent les philosophes, du réel au possible, la conséquence est bonne. Il a effectivement été lu par des philosophes, surtout d'ailleurs par Averroès. Le premier, à mon avis, grand philosophe, peut-être le plus important de toute la pensée islamique, et celui justement qui n'a pas été nommé parce qu'il est moins connu sous nos climats, c'est Al-Farabi. Et Al-Farabi a eu cette particularité d'être respecté aussi bien en Orient par Avicenne qui avait la dent dure, hein, il ne dit pas volontiers du bien des gens, mais enfin là, Al-Farabi, il a droit à un sérieux coup de chapeau. Et puis de l'autre côté, en Andalousie, donc dans l'extrême ouest du monde musulman, Averroès le considérait comme le grand penseur. Farabi, d'une manière assez amusante, n'emploie jamais le mot islam. Il ne cite jamais le nom du prophète. Et on a l'impression qu'il se livre à des recherches philosophiques qui sont tout à fait dans le droit fil des derniers philosophes grecs, avec lesquels il établit une sorte de pont, d'une certaine façon, une continuité avec les derniers philosophes grecs de la tradition néoplatonicienne. Mais parler de lui comme d'un philosophe musulman, c'est un petit peu bizarre. Philosophe islamique, en ce sens qu'il appartenait au monde, à la culture islamique, ça ne fait aucun doute. Mais philosophe musulman, c'est autre chose. Il ne parle jamais du Coran, par exemple, alors qu'Avicenne le commente, qu'Averroès écrit même un petit traité sur l'art et la manière de le commenter. Alors, Souleymane Bachir Diagne, parmi les critiques les plus entendues concernant cette religion, l'islam, il y a celle qui consiste à dire que l'islam n'est pas compatible, par exemple en France, avec la laïcité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, une phrase comme celle-là, si on y réfléchit, n'a aucun sens.
Parce qu'il suffit de regarder l'histoire, de ne pas se donner des essences. Ceux qui pensent comme ça se donnent des essences. Il y aurait une essence démocratique et une essence islamique, et on se demande si les deux sont solubles. C'est-à-dire qu'ils essentialisent finalement cela. C'est une approche totalement essentialiste. Il suffit simplement de regarder l'histoire. Et l'histoire nous enseigne que aucune religion n'est compatible avec la laïcité, la démocratie, la modernité, et que, en même temps, toutes le sont. Autrement dit, prenons simplement le catholicisme. La laïcité française s'est construite contre le catholicisme. Aujourd'hui, la Cato, comme on dit, l'Université catholique de Paris, est un lieu où ceux qui se destinent à être des imams sont également formés par les croyants catholiques qui enseignent à la Cato, à la laïcité française, à des aspects de la culture française. Autrement dit, il ne s'agit pas de regarder des essences religieuses, mais de considérer des mouvements qui ont fait que les grandes religions universelles, le judaïsme, le christianisme, aujourd'hui l'islam, ont toutes procédé à ces accommodements avec la modernité et qu'elles sont aujourd'hui modernes. On pense toujours... À quel pays pense-t-on d'ailleurs quand on pense cela? Moi, je viens d'un pays, le Sénégal, qui est un pays musulman. Et ma foi, nous dirons, après 2 alternances qui se sont bien passées, qu'en matière de démocratie, ce pays est tout à fait bien loti. Mais simplement, on n'y pense jamais. Quand on pense islam, on pense plutôt le monde arabe, etc. On oublie que le monde arabe n'est plus le centre de gravité du monde islamique. Alors justement, le monde arabe qui n'est plus le centre de gravité, c'est pourtant dans ces pays, notamment la Tunisie, l'Égypte, avec ce qu'on appelle les printemps arabes, Rémi Braque, qu'on a vu l'émergence finalement de mouvements politiques, de cet islam politique. Finalement, ils sont aujourd'hui en échec. Quel regard portez-vous à ce sujet en tant que philosophe? Écoutez, là, en tant que philosophe et en tant surtout que spécialiste de la pensée médiévale, je n'ai pas énormément de choses à dire. Si ce n'est peut-être justement que l'articulation du politique sur le reste n'est peut-être pas la vraie question. Parmi les clichés auxquels mon condisciple et collègue a fait allusion, il y a celui selon lequel l'islam ne séparerait pas le religieux et le politique. Enfin, vous ne pouvez pas jeter une brique, si je puis dire, dans un média sans tomber sur cette idée-là. D'une certaine manière, c'est faux, et d'une certaine manière, ça n'est pas assez vrai. Le problème étant que l'islam se comprend lui-même comme un système global, comme une revendication, comme un appel de Dieu. Enfin, il y a un terme technique là dont je vous fais grâce. Avec une communauté de destin, vous voulez dire? Non, je veux dire par là que c'est un appel de Dieu qui est lancé à l'homme et qui lui demande de se remettre entièrement entre ses mains. C'est la façon dont on peut traduire le mot arabe islam beaucoup mieux que par le mot soumission que l'on entend tout le temps. Mais c'est une remise de soi qui entraîne toutes les dimensions de la vie humaine. Donc, alors la dimension politique aussi, mais peut-être moins que les autres. Vous qui travaillez sur ces questions, Rémi Braque, pardonnez-moi de vous couper, est-ce que parfois sur l'islam, et on entendra l'avis de votre collègue à ce sujet, est-ce que ce n'est pas finalement parfois la tradition finalement qui est plus en retard finalement que la religion? Est-ce que l'islam ne pâtit pas finalement du poids des traditions plus? Oui, je ne sais pas trop si l'on peut dire ça. Le rapport à une tradition, c'est toujours le rapport à une source ou à ce que une civilisation, à un moment donné de son développement, considère comme étant la source normative. Or, la source normative, pour des gens que ni mon collègue Diagne ni moi n'aimons beaucoup, à savoir ceux qu'on appelle les fondamentalistes, d'un terme qui vaut ce qu'il vaut, eh bien la source à laquelle il faut revenir, c'est la situation de Médine, c'est-à-dire la situation pendant laquelle le prophète était à la fois, prophète bien entendu, mais aussi chef de guerre, chef d'État, législateur. Alors il y a une sorte de rêve rétrospectif et il y a des gens qui souhaiteraient retourner à cette situation dans laquelle la revendication divine s'adressait à toutes les dimensions de la vie humaine.
Souleymane Bachir Diagne, sur cette question, finalement, cette confusion entre le feu, entre la religion, quelle qu'elle soit, et les traditions, est-ce qu'elle ne porte pas préjudice finalement à l'islam? Prenons un sujet comme l'excision, il est finalement anté-islamique. Oui. Or, dans le débat public, on le présente finalement comme étant un acte de foi musulmane. Oui, comme on dit familièrement, on ne prête qu'aux riches. Excision, il y a, c'est visiblement un signe de domination exercée sur les femmes, c'est une souffrance incroyable des petites filles. On dit oui, voilà encore une pratique islamique. C'est comme d'ailleurs les crimes dits d'honneur, où un frère tue sa sœur parce qu'on l'a vu marcher. Alors, on oublie même que ça ne peut pas être de la religion, un crime qui serait un crime strictement privé que quelqu'un exercerait sur sa propre sœur sans qu'il y ait eu un jugement, etc. Mais il y a cette idée qu'au fond tout est possible avec l'islam. Et vous l'avez dit, l'excision est une pratique anti-islamique. La seule pratique, une pratique anti-islamique aussi, c'est la circoncision des garçons d'ailleurs. Et cette pratique-là a été entériné, si vous voulez, par l'islam là où il s'est présenté, en Afrique par exemple. Et en revanche, l'excision des filles n'est pas une pratique islamique. Bien que pour certains qui la pratiquent et qui sont également musulmanes, dans certaines sociétés musulmanes, on veuille à tout prix islamiser la pratique pour la légitimer ou la justifier. Question à tous les deux maintenant, quel est l'apport de l'islam au monde occidental ? C'est un apport multiforme. Déjà, vous savez, fermer les civilisations, les clore sur elles-mêmes et ensuite s'interroger de l'extérieur, pour ainsi dire, sur ce qu'elles auraient apporté l'une à l'autre. Ça crée une hiérarchie. Oui, et c'est peut-être pas la bonne démarche. Vous savez, à Columbia, j'enseigne un cours, c'est un cours, nous l'appelons le core curriculum, ça veut dire que tous les étudiants le prennent. C'est un cours dit d'histoire de la philosophie occidentale. Et figurez-vous que dans cette histoire de la philosophie occidentale figurent des textes religieux, la Bible, les évangiles, mais également le Coran. Et figurent des gens qui sont des philosophes d'Espagne. Rémi Brague parlait tout à l'heure d'Averroès, c'est un Espagnol. Ibn Tufayl, c'est un Espagnol. Vous évoquez l'Andalousie. Ces auteurs-là, l'Andalousie. Ces auteurs-là sont des auteurs occidentaux, si nous donnons son sens géographique et même civilisationnel. Rémi Brague, sur cette question ? Écoutez, je demanderais d'abord comment vous écrivez islam. J'ai été un petit peu amusé, Souleymane, en voyant sur la couverture de votre livre que vous écrivez islam avec un i minuscule. Oui. Ce qui désigne d'habitude, je crois que c'est une pratique, disons, commode. Une pratique commode de distinguer islam avec un petit i, qui est donc l'attitude de remise de soi entre les mains de Dieu, ce que nous appelons une religion, et puis islam avec un I majuscule. En français, le I majuscule, c'est ce qui singularise les noms propres, donc islam comme civilisation. Alors l'apport de l'islam à l'Occident, l'apport de l'islam comme civilisation est indéniable. Les chiffres que nous utilisons, que nous appelons les chiffres arabes, qui sont en fait une invention indienne, mais ils ont transité par le monde islamique pour des raisons géographiques, parce que l'Europe n'est pas à côté des Indes, mais entre les deux, il y a le monde islamique. Même chose pour le papier. C'est une invention chinoise qui a transité par le monde islamique. Mais pour ne citer que deux exemples. Merci beaucoup, Rémi Brague. Nous sommes mais l'esprit par le temps, donc les chiffres, les mathématiques, et donc, vous le disiez, l'un des apports. Merci beaucoup à tous les deux. Je le rappelle, philosophe. Merci d'avoir participé à 64 minutes. Place